Donc je suis toujours ici dans les b.a.-ba de la comptabilité, donc des notions de comptabilité. Je suis dans les notions de comptabilité et non pas dans la comptabilité purement et simplement. Mais je suis dans voilà, les notions de comptabilité, l'introduction sur la comptabilité. Alors, je vous rappelle que la comptabilité, c'est avant tout un outil de gestion euh, de l'entreprise. Hein. Bon, ces entreprises sont voilà, tenues voilà, euh, de se conformer à la loi et de posséder, je veux dire, une comptabilité. Et même les ASBL, maintenant les ASBL, je veux dire, on leur demande, je veux dire, de tenir une comptabilité simplifiée pour les ASBL pour éviter, bien sûr, c'est pour éviter tout, c'est pour avoir des traces. On va dire ça comme ça. C'est pour avoir des traces comptables. Comme on joue avec de l'argent, il faut des traces comptables. Et ces traces comptables ont été, bien sûr, édictées sur base d'une législation. Et cette législation met au service ce qu'on appelle le plan comptable minimum normalisé, et, pour lequel il faut utiliser pour pouvoir transférer des valeurs dans je veux dire, des comptes bien précis. Bon, on a des comptes bien définis et il faut placer les transferts d'argent qui étaient, voilà, qui étaient effectués, parce que quand je dis effectué, ça veut dire que il y a une raison, hein, il y a une raison là-dessus. Effectué, ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose qui s'est pas produit. Il y a eu un événement. L'événement, c'est qu'il y a eu un transfert d'argent. Il y a de l'argent qui a circulé. On a eu des flux financiers qui ont circulé. Voilà. Et sur base de ça, ben, une fois qu'on a une preuve enfin, que l'entreprise, en trouvant une preuve de transfert, se doit de l'inscrire. J'ai bien dit se doit, parce que si elle ne l'écrit pas, elle fait une faute, voilà, de non-écriture dans le plan minimum comptable, et donc elle est en défaut avec la loi, parce qu'en fait, elle n'a pas fait son travail. Le travail d'une entreprise, c'est tout doit être répertorié au niveau gestion de l'entreprise au travers voilà, d'un plan comptable minimum normalisé. Donc, si vous voulez, la vie de l'entreprise, euh, on peut dire que c'est une succession d'opérations. L'entreprise, quand elle vit, bon, c'est comme, on va dire, un moteur. Voilà, un moteur, on va dire, un mécanisme. J'aime pas parler de moteur, mais un mécanisme avec des engrenages voilà, qui tournent. Alors, tous les engrenages ne sont pas censés tourner. Voilà un système, en voilà un autre, qui sont indépendants l'un de l'autre. Voilà. euh, alors je pourrais mettre encore un engrenage ici, ici. Ce sont des engrenages. Hein. Voilà, ça veut dire que quand il y en a un qui va tourner, bah, celui va par exemple tourner par là, lui va tourner par là, celui-ci va tourner dans l'autre sens, il va aller dans le sens différent, celui-ci par là, et l'autre, s'il tourne par là, l'autre je crois qu'il va tourner. Bon. Enfin bref, le but c'est de pas voir les sens. Hein. Bon, si lui tourne comme ceci, l'autre il va tourner par là. Voilà. Et si lui tourne comme ça, si lui tourne comme ceci, l'autre il va tourner comme ça. Voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, le but de la manœuvre, c'est qu'il y a ici, il y a des organes qui vont tourner ensemble, et dans un autre poste, ben, il y a des organes qui tournent. Voilà. Et ces organes qui tournent, quand je dis organes qui tournent, ça veut dire qu'il y a voilà, des rôles qui sont joués dans l'entreprise et donc des événements. C'est-à-dire des rôles, des événements, et qui dit événement dit vie, vie de l'entreprise, elle vit. Au cours de son activité, elle vit. Donc, et vivre, c'est quoi ces événements? C'est transfert de flux, quelle qu'elle soit, transfert voilà, de flux. Généralement, ce sont des flux. Et quand on a des transferts de flux, généralement, si ça ramène à voilà, des opérations, je veux dire, monnayables, des opérations commerciales, par exemple l'achat, la vente, le paiement, le dépôt à la banque ou des emprunts, etc. Je peux tout mettre. Voilà, ces opérations sont là, à la base de flux, ce qu'on appelle le mouvement de biens, des mouvements de biens, des mouvements de services, On peut avoir des mouvements financiers. Bien sûr,
tous ces mouvements modifient le patrimoine financier pour lequel il faut, bien sûr, inscrire au plan comptable minimum normalisé. Toute modification doit être inscrite dans le plan comptable minimum normalisé. Alors, par exemple, si je prends les types de flux, vous savez que vous avez les flux réels, ce qu'on appelle flux réels. J'avais déjà vu ça dans une vidéo. Bon, mais c'est pas grave. Je vais rappeler. Je rappelais ce que sont les différents types de flux. Alors, on a les flux réels. Les flux réels, c'est tout ce qui est vente de marchandises, achat d'une machine, etc. On peut le mettre dans les flux réels. Les flux de services. Bon, les flux de services, c'est tout ce qui est bien sûr réparation quelconque, réparation du chauffage, réparation du plombier, réparation de camionnette, tralala, voilà. Ça peut être aussi les flux de services, ça peut être là de la publicité, paiement de publicité ou voire de paiement de ces assurances, ce sont des flux de services, voire de la location, on va faire de la location, etc. Flux réel, comme je l'ai dit, c'est l'achat de marchands, achat divers, par exemple achat d'une machine, achat d'un véhicule, achat de ce que vous voulez. Voilà, ce sont les achats et bien sûr les ventes de marchandises, de produits, vente d'une camionnette, etc. Trali, tralala. Voilà, donc ça ce sont les flux réels. Les flux de services, c'est publicité, assurance, on va dire location, voire on peut faire un emprunt, c'est aussi un flux, c'est bancaire, donc c'est un flux de service. Alors, les flux financiers. Les flux financiers, vous allez avoir le paiement de marchandises. Ici, c'est tout ce qui concerne les paiements. Paiement de marchandises, paiement de loyer, paiement d'intérêt, et ainsi de suite. C'est tout ce qui est paiement. Ouais, là, c'est en faire circuler, si vous voulez, des flux financiers. Et alors, vous avez des flux un peu spéciaux, que j'appelle des flux de transfert, qui n'ont aucune autre contrepartie. Les flux de transfert, c'est par exemple les impôts. Les impôts sont des flux de transfert. Voilà. Et là, vous avez différents types de flux. Flux réel, flux de service, flux financier et flux de transfert. Voilà, c'est des exemples de flux. Alors, les flux ils peuvent être de deux types, externes, bien sûr, ou internes. On a les flux externes et internes. Les flux externes. Ben, les flux externes, c'est ceux qui interviennent, on va dire, entre l'entreprise et un agent extérieur. Entre l'entreprise. Alors l'entreprise, en science, on appelle ça le système. Voilà. Le monde extérieur, c'est voilà, tout ce qui est extérieur au système. Bon, ici, le système, c'est l'entreprise. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on a l'entreprise et puis il y a les acteurs extérieurs. Et alors, on peut avoir des flux, je veux dire, qui interviennent entre les deux, entre l'entreprise et, on va dire, un acteur extérieur, voire un agent extérieur. Alors, l'agent extérieur, ben, ça peut être un consommateur de vos produits. Un consommateur de vos produits. Bon, l'entreprise, elle est là, le système, c'est celui-là. Donc, vous avez une entreprise, et vous voyez, vous avez des
les acteurs extérieurs. Heureusement, parce que si vous n'avez pas de clients, c'est un petit peu embêtant. L'entreprise n'est pas en autarcie. Elle ne vit pas en autarcie. Parce qu'elle a besoin de clients, elle a besoin de consommateurs, elle a besoin de beaucoup de choses. Elle a besoin de la banque. Voilà. Euh, elle a besoin de beaucoup de choses. Donc de la banque, elle a besoin euh, de l'État. Parce que parfois on peut avoir voilà, l'État déjà il faut payer des impôts. Là on intervient, l'entreprise paye des impôts comme ceci, si elle ne fait pas beaucoup de bénéfices, les impôts vont comme ceci. Voilà. Ben, disons qu'il y a l'État, mais on peut avoir l'État peut vous aider au travers des aides d'État. Il y a des aides d'État qui peuvent aider les entreprises. Donc l'État peut te revenir. Il ne faut pas voir l'État comme étant néfaste, on peut avoir l'État comme étant un bon lien pour son entreprise, c'est-à-dire une aide. L'État peut être une aide. Voilà, il ne faut pas entrevoir l'État comme uniquement quelque chose, enfin, comme un organe qu'il faut payer. Non, l'État peut vous aider dans beaucoup de choses, notamment parce que vous avez une entreprise, vous devez faire votre toit, votre toit peut-être, vous pouvez avoir des aides publiques. Ou si vous voulez mettre, comment est-ce qu'on appelle ça? On peut avoir beaucoup d'aides pour beaucoup de choses. Ça, il suffit de voir ce qui existe comme aide d'État concernant les entreprises. Mais en tout cas, vous voulez mettre de l'électricité, ben voilà, sous forme de panneaux solaires, vous serez aidé par l'État. Voilà. Donc l'organe d'État n'est pas à voir comme étant quelque chose de négatif à payer vos impôts. Non, on peut aussi faire appel à l'État pour avoir des aides qui sont bénéfiques qui seront bénéfiques pour votre entreprise. Isoler votre entreprise, voilà, avoir des panneaux solaires, refaire un toit ou tralali tralala. Bon, enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on peut avoir aussi d'autres entreprises, hein, d'autres entreprises partenaires, voire des entreprises qui viennent aider, parce qu'il y a des entreprises qui donnent de l'argent à d'autres entreprises. Hein. Voilà, voilà, parfois il y a des aides inter-entreprises. Hein. On donne quelque chose, si vous donnez quelque chose voilà, il y a une vie qui se fait entre partenaires d'entreprise. Donc il ne faut pas voir les autres entreprises comme des concurrentes. C'est pas vrai. On peut avoir aussi des autres entreprises qui peuvent venir aider votre entreprise, notamment par des contrats. Voilà, on va dire qu'ils vous fournissent des contrats. D'autres entreprises vous fournissent des contrats à votre entreprise. Ou alors, elle peut aussi travailler pour vous en tant que, comment on appelle ça, euh, co contractant, ou co-contractant, ou peu importe. Voilà, on peut faire beaucoup de choses entre entreprises. Voilà. Et donc ça, ce sont les flux externes. Alors, il y a une contrepartie. Hein. Là, il y a une contrepartie dans le sens où si on achète de la marchandise, ça implique le paiement. Hein. Voilà. Si on achète, donc dans ce cas-ci, si on a l'achat des flux réels, les flux réels, achats, se transforment en paiement. C'est normal. Parce que vous recevez les marchandises et 3 mois après, ben, il faut les payer ces marchandises, ou voire 15 jours, je ne sais pas combien c'est les dates de contrat. Pour le paiement, c'est 15 jours, 3 mois, 6 mois. Bon, il y a des délais de paiement, des paiements, je veux dire, courts, des paiements longs, des paiements moyens et des paiements longs. Donc, vous avez d'abord la marchandise, elle apparaît dans votre entreprise, elle arrive par logistique, vous recevez la marchandise, mais vous n'êtes pas obligé de la payer tout de suite. Ce qui est bien, hein, si bon, vous pouvez faire travailler votre entreprise, vendre, faire ce que vous devez faire, et puis après on vous demande de payer par après. Mais après, il faut payer. Hein. Après, il faut payer. Il ne faut pas commencer à être récalcitrant et faire en sorte de voilà, faire perdurer les paiements. Voilà. Alors, bien sûr, s'il y a des flux externes, bon, pour l'instant, l'opposé des flux externes, c'est les flux internes. Donc, c'est interne à l'entreprise. Vous aurez compris que si c'est pas
externe, c'est interne à l'entreprise. Donc c'est inter-entreprise, c'est les flux inter-entreprise. Alors là, il nous touche bien sûr que l'entreprise. Il n'y a pas, on va ainsi dire, pour ainsi dire, un acteur extérieur. Voilà, ça, on est, là, ce sont les flux, on va dire, en interne, en système isolé. En système isolé. C'est-à-dire que elles n'ont pas de contrepartie. On n'a pas de contrepartie, comme ça l'était avec les flux externes, on a une contrepartie qui est l'acteur extérieur. Alors, par exemple, je pense aux détériorations de matériel ou de vol. Détérioration matériel. Quoique, il peut avoir une contrepartie hein, à ce niveau-ci, détérioration de matériel. Mais supposons qu'il n'y a pas d'assurance, ben, je veux dire, dans la détérioration, ben, le vol, s'il n'y a pas d'assurance au niveau du vol de marchandises, etc. Bon, s'il n'y a pas d'assurance, donc il n'y a pas de contrepartie, à ce moment-là, on peut mettre ça en flux interne. On peut dire qu'il se passe des choses en interne de l'entreprise, au travers de flux qui vont ramener à des pertes. Voilà, pour l'entreprise. Alors, le taux dans la comptabilité, dans le mot comptabilité, il y a le mot comptabiliser. Donc, comme je vous ai dit, il y a un plan comptable minimum normalisé qui est pris en compte, PCMN, que le législateur a pondu et qu'il faut respecter. Il faut respecter le PCMN. Donc, on a tous les comptes, il faut placer dans les bons comptes. Alors, comme je l'ai dit, ici, je pars du principe que tout doit être correct. Hein. Bien que, en réalité, c'est pas tout à fait vrai parce que bon, il y a toujours des tricheurs. Mais ici, je pars du principe qu'il n'y a pas de triche. Hein. Donc, je suis dans une comptabilité, je veux dire, propre. Dans une comptabilité propre, on essaie de tout mettre. Qu'on soit perdant ou gagnant, peu importe, je veux dire, on doit tout mettre. Tous les chiffres doivent être comptabilisés. Donc, la manœuvre ici, c'est de ne pas se tromper. Ne pas se tromper de compte par rapport bien sûr au PCMN. Et c'est ça qui vous fera de vous un comptable. Un comptable, c'est placer directement au bon endroit voilà, les transactions. Les transactions par flux. Transactions par flux. Voilà, les transactions par flux. Ici, les mettre directement dans les bons comptes. Hein. Et ils ne tergiversent pas. Bon, maintenant, peut-être qu'il peut y avoir une exception. Là, il peut se poser des questions sur un truc qui arrive dans une entreprise qui est assez rare. Bon, il n'a jamais vu ça, le comptable. Il a un cas de figure un peu. Ben, il va essayer de s'arranger pour. Ben, ce qu'il peut faire, c'est essayer de s'arranger pour essayer de réfléchir où ce qu'il peut le mettre ou téléphoner. Il peut encore téléphoner pour savoir où ce qu'on peut mettre ça. Voilà. Il peut être aidé par l'une ou l'autre personne ou un confrère ou peu importe. Voilà. Et donc, les transactions par flux doivent être directement placées dans les comptes pour pouvoir être, on va dire, être perceptibles de visu. Perceptibles de visu. Ils doivent être, voilà, avoir une trace. Donc, la première chose, c'est de ne pas se tromper de compte. Parce que si on se trompe de compte, quelqu'un qui va rechercher ces fameux chiffres, s'il ne les trouve pas dans le bon compte, il se dit, bon, ils n'y sont pas. Il ne va pas commencer à chercher dans les autres comptes pour savoir si le gars s'est trompé. Quand je dis quelqu'un cherche, ben, ça plusieurs personnes. Par exemple, s'il y a un audit, voilà, ou s'il y a voilà, une personne des impôts qui cherche, ou une personne, voilà, toute personne, ben, on va dire un expert comptable qui cherche des choses, qui ne les trouve pas dans le bon compte, il se dit, bon, on les a pas mis. Mais en fait, si, ils y sont peut-être ailleurs, il s'est trompé. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça veut dire qu'il faut recorriger l'erreur. Hein. Il faut chercher l'erreur et la corriger. Et s'il y a beaucoup de chiffres, c'est embêtant, parce qu'on peut passer des heures pour trouver l'erreur. Donc, en fait, on demande de ne pas se tromper de compte. Quand je dis ne pas se tromper, c'est ne pas se tromper d'emplacement. Voilà. Alors, il y a une autre chose, ne pas se tromper dans la comptabilisation. Ne pas se tromper dans la comptabilisation. Et ceci, bon, ça doit être tenu en toute rigueur. Toute rigueur, ça veut dire que
quel que soit l'événement, c'est pas rigueur, c'est rigueur, quel que soit l'événement, alors, comme je l'ai dit, le monde de l'entreprise, c'est diverses opérations qui se produisent au quotidien. Hein. La vie d'une entreprise, ben, c'est une succession d'opérations, ben, commerciales et autres. Il n'y a pas que du commercial. Donc, la rigueur doit être de mise. La rigueur doit être de mise. C'est-à-dire, on doit tenir une certaine rigueur. Et tenir une rigueur, c'est quoi? Mais c'est ce que je viens de vous dire ici. Ça se passe à 100%. Tout soit correct. Tout soit correct. C'est-à-dire ne pas se tromper au quotidien, quelles que soient les opérations. Ça veut dire quelles que soient les opérations. Alors, les opérations se succèdent les uns après des autres. Se succèdent. Et parfois, on peut en avoir 2, 3 en même temps. Voilà. Donc, le tout, c'est de savoir les faire, les mettre au gré. Voilà. Voilà. Donc, les opérations peuvent survenir, on va dire. On peut avoir 3 opérations, comme ceci. Opération 1, 2, 3. Voilà. Qui arrivent en même temps. Voilà. Qui arrivent en même temps. Ça, c'est l'opéra. On a 3 opérations. Ça, c'est à l'instant T. Voilà, on a opération 1, opération 2, opération 3. 3 opérations qui sont des, bien sûr, transferts de flux. Quand je dis opération, c'est des transferts de flux, peu importe ce qu'ils sont, internes, externes, voire flux réels, voire flux de services, voire flux financiers ou de transfert, peu importe. Donc, les opérations, ce sont des flux, voilà, succession de flux. Opération, c'est une succession de flux. Alors, peu importe les flux, comme j'ai dit, hein, flux réel, flux de service, flux financier, flux de transfert. Et donc, supposons qu'ici, je prenne 3 opérations avec des flux divers, ben, le tout, il faut les écrire, voilà, dans les comptes. Donc, l'opération là, vous allez chercher un tel type de compte, voilà, celui-ci, l'opération 1, s'écrira dans un compte bien défini, l'opération 2 dans un compte bien défini. Voilà, et donc vous voyez que c'est un travail au cas par cas. Le fait de transférer dans les comptes, là je vais le transférer dans ce compte ici, c'est une opération cas par cas. Ici ça devient au cas, K1, K2, K3, au cas par cas. Alors que là, les opérations sont venues au temps T. Donc vous voyez que les flux, ici, ils arrivent en même temps. Et alors il faut les décortiquer pour les écrire séparément. Donc ici, les écritures, ici on va dire qu'on a un flux, comment est-ce qu'on appelle ça? Il faut traiter, je veux dire, là on a, ça arrive à l'instant T à plusieurs, N opérations. Et ces N opérations, ben, il faut les écrire une par une. C'est-à-dire qu'on va faire du traitement... comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça du traitement... séquentiel. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est du traitement séquentiel. Vous devez faire du traitement séquentiel. Donc, vous avez 4 opérations qui arrivent. Bon, elles sont là à l'instant T. Ben, il faut les traiter toutes les 4. Et ces 4-là, il faut les écrire, voilà, au cas par cas. Celui-ci va dans le compte suivant. Celui-ci va dans l'autre compte. Celui-là va dans un autre compte. Voilà, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la vie de l'entreprise, ça, ce sera ça. Hein, c'est des opérations successives. C'est des successions d'opérations de flux divers, hein, flux réels, flux de services, flux financiers, flux de transfert. Et donc, tout ça, ben, il faut savoir les comptabilités avec justesse, hein, comme l'impose la loi. Donc, la vie de l'entreprise, si vous voulez, c'est des opérations qui doivent être vues de visu, bien sûr, par écrit. Parce que les écrits restent et les paroles partent. Et la justice, enfin la législation, je m'excuse, c'est pas la justice. La législation impose je veux dire, de pouvoir avoir une trace visible, de visu, et qui correspond réellement je veux dire, aux diverses opérations qui se sont succédées au cours
je veux dire, soit de la journée, parce qu'au jour le jour, il faut écrire des opérations, mais on peut aussi regarder le bilan, hein, qui est une somme totale des opérations de différents comptes, un bilan annuel. Mais attention qu'on peut avoir une certaine vue du bilan, qui est un bilan, on va dire, à un moment donné, hein, à un moment déterminé. Alors, qu'est-ce que c'est que le bilan? Ben, il ne fait que représenter la situation de l'entreprise. Hein. La situation de l'entreprise, à un moment, bien sûr, bien précis. Et donc, si on a une écriture à un moment bien précis, c'est une photographie à un moment bien précis. Et donc, comme si c'est un moment précis, le moment suivant, il changera parce que les opérations changeront. Et donc, on a vu que l'entreprise vit. Si l'entreprise vit, on a des opérations successives de flux. Si on a des opérations successives de flux, elles doivent être inscrites de visu dans le bilan à un moment, à l'instant T. Donc, on aura une photographie à l'instant T. Mais juste par après, il y a de nouvelles opérations qui sont intervenues. Ça veut dire qu'il y aura un changement du bilan. C'est-à-dire que le bilan vit, comme l'entreprise vit par succession d'opérations, le bilan va vivre par succession d'opérations et va transcrire tout simplement le transfert de flux qu'il y a eu au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année. En finalité, in fine, c'est au cours de l'année. Parce que si on prend le bilan à la fin de l'année, ben on a toutes les opérations, je veux dire, de toute l'année. Donc ça veut dire que si c'est une photographie à l'instant T, ben, à l'instant T1, ce serait une photographie, à l'instant T2, on n'a plus la même photo. À l'instant T3, on n'a pas une même photo. Et une succession de photos, ça fait un film. Donc on a le film, si vous voulez, des opérations, de chaque opération, parce qu'on peut aller loin pour voir la moindre opération de ce qui s'est passé, pour éviter, je veux dire, tout dérapage de l'entreprise, voire du vol. Quand je dis dérapage, c'est des vols, hein, généralement. L'argent, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? C'est de préserver l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont. C'est un intérêt de l'homme. L'argent est un intérêt de l'homme. Bon, se faire de l'argent, beaucoup de gens vont travailler pour se faire de l'argent, mais certains ont plus facile d'aller chercher dans les caisses tant qu'elles sont là et de ne pas avoir honte, de se servir dans des caisses en se cachant pour ne pas se faire attraper. C'est ce qu'on appelle du vol. Et donc, ne pas laisser de traces dans les comptes, pour pouvoir mieux voler, mieux prendre l'argent et ne pas laisser de traces. Voilà, donc c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une traçabilité, justement, c'est pour éviter ces dérives de préjudice, notamment le principal préjudice qui est le vol. Principal préjudice qui est le vol. Alors une entreprise qui perd beaucoup d'argent par le vol, ben, bon, c'est un facteur interne qui la met à mal dans son activité. Parce que s'il vole, s'il manque de l'argent dans l'entreprise, pour investir de nouveaux projets, c'est difficile. Pour, je veux dire, acheter de la nouvelle marchandise, ça devient difficile. Tout devient difficile parce que ce qui est le point commun, dénominateur commun à faire tourner, les engrenages pour faire tourner les opérations, avoir une vie d'entreprise, ben, il faut de l'argent. Sans argent, les gens ne vont pas venir travailler, ils vont délaisser l'entreprise. Ils vont délaisser l'entreprise. Si personne n'est payé dans l'entreprise, plus personne ne va aller travailler. Si l'entreprise ne sait pas acheter de la marchandise, elle ne va pas assouvir les besoins des clients pour faire de la production, faire des produits pour produire pour les clients. Puisqu'elle n'a pas de marchandise, elle arrête. Voilà. Donc l'argent, c'est fondamental. C'est fondamental. On va dire que le nerf de la guerre, pour une entreprise, pour la guerre et pour une entreprise aussi, parce que bon, la guerre, ça marche comme une entreprise. Il faut une logistique. L'entreprise, ça a une logistique. Et une guerre, c'est des opérations. Une entreprise, c'est des opérations. Ce sont des cas similaires. La guerre, simplement, la guerre, il y a des morts, il y a des blessés. Alors que, bon, ça laisse des traces à ce niveau-là, les guerres. Ça laisse des traces au niveau des morts et des handicapés, des blessés, graves ou moins graves, ou des atteintes de toutes sortes au niveau corporel. Ça laisse des traces. Par contre, ici, dans une entreprise qui laisse des traces, bon, ce qu'il faut laisser des traces au quotidien et annuellement, et donc chaque année, ben, c'est les transferts d'argent pour éviter, je veux dire, qu'il y ait, je veux dire, des dérives au niveau des comptes. Donc, c'est pour ça que le législateur a légiféré et a pondé des lois concernant, je veux dire, une tenue de certains livres
enfin de certains, je veux dire, une tenue de certaines comptabilités qui permettent justement de voir ouais, les chiffres qui ressortent d'opérations et qui permettent d'être, je veux dire, analysés à tout moment, puisqu'on a une photographie à tout instant. Donc à tout instant, on peut redescendre et aller voir ce qui s'est passé à un moment donné. Mais bien sûr, donc le bilan, lui, bilan au quotidien, qui est un bilan, construit au jour le jour, enfin heure par heure, seconde par seconde, puisque chaque transfert, bah, s'il a lieu, si on a un transfert par seconde, bah, il y aura une modification du bilan, je veux dire, à la seconde, puisqu'il y a une opération par seconde qui sort, mais sa composition sera continuellement modifiée lors de chaque opération. Et donc, on tiendra, toute entreprise sera tenue de, je veux dire, de tenir une comptabilité en faisant à chaque fois un nouveau bilan qui est un nouveau bilan tenu seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, 24 heures par 24 heures, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, et voilà, année par année. Et on a toutes les traces, je veux dire, à tout instant de la vie de l'entreprise, ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé, ce qui s'est, je veux dire, tenu comme, voilà, comme rôle au niveau des opérations. Et donc, on va dire que la vie de l'entreprise, ben c'est ça, elle est, on va dire, défalquée par l'entremise d'une... Enfin, le mot défalqué, c'est un mauvais mot que j'utilise, mais la vie de l'entreprise, on va dire qu'elle sera comptabilisée. Elle sera comptabilisée au moyen d'une série de bilans successifs. Ce sont tous des bilans qui se suivent, voilà, qui se suivent. Est-ce qu'ils se ressemblent? Possible. Il y a beaucoup d'opérations qui sont au quotidien qui se ressemblent, hein, qui sont ressemblantes. Si vous achetez toujours, voilà, des marchandises, telle marchandise pour votre... Vous fabriquez, je sais pas moi, vous êtes dans la construction. Vous avez besoin d'acheter du sable. Mais le sable dans la construction, c'est quelque chose de... Bon, sans ça, vous ne faites pas de la construction, parce que pour faire du ciment, il faut du sable. Voilà. Donc, en fait, le sable, achat de sable, achat de matière première qui est le sable, ben, achat de matières premières, c'est au quotidien, c'est une opération qui va revenir tous les jours pour une société de construction. Voilà, idem pour le ciment, les sacs de ciment, voilà, ou les camions en tonnes de ciment. Donc sable et ciment, ça reviendra tous les jours, enfin quasi tous les jours, parce que bon, si l'entreprise tourne et qu'elle utilise beaucoup de ciment et de sable, voilà, de gravier pour faire du béton, ben, je veux dire, à ce moment-là, les achats de marchandises, en comptabilité, ça va ressortir énormément. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. C'est si l'entreprise a des camions, ben, c'est le paiement de l'essence. Oui, l'essence des camions. Voilà, et donc les entretiens des camions. Et donc, il y a des choses qui vont revenir souvent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses, on va dire, exceptionnelles qui, elles, sont plus difficiles parce que, bon, elles viennent une fois, on n'en a que l'occasion, on n'en a que l'occasion, on n'en a jamais eu, voilà, et quand on n'a jamais eu ce cas-là, ben, on se met à réfléchir sur ce cas-là, sur quel compte, je veux dire, passer ce cas-là. Voilà, alors donc, la comptabilité, ben, le problème, il faut comprendre les différents documents. Elle est basée sur des documents. Elle est basée sur des documents. Parce que les traces sont écrites sur des documents. Alors quand je dis documents, ça peut être aussi informatisé. Hein. L'informatique est un outil, je veux dire, adéquat et très utilisé pour y placer ces documents informatisés. Voilà. Et on va dire que le meilleur état pour pouvoir faire des documents comme ça, ben, c'est l'outil informatique, ce sont les bases de données. Il y a des bases de données, voilà, où on peut, voilà, mettre voilà, des comptes adaptés, etc., etc. Bon, maintenant, il existe aussi des tableurs. On peut faire ceci avec des tableurs. Hein. Un tableur, par exemple, je pense au tableur Microsoft Excel ou voir OpenOffice. Voilà, ici, j'en ai un ici qui est ouvert, voilà.
Ça, bon, on peut faire de la comptabilité aussi avec ça. Le tout, c'est de commencer à faire à construire une structure. C'est structurer, je veux dire, voilà, créer une structure. Et donc, vous aurez compris que, bon, document, que ce soit document écrit ou informatisé, peu importe, ben, vous aurez compris que ça a à voir avec une certaine forme de structuration. C'est une structuration. On va structurer. Ben, maintenant, qu'est-ce qui fait bien ça? Comme je vous ai dit, c'est l'informatique qui structure bien. D'ailleurs, il y a voilà, il y a même en informatique, si vous allez dans le code voilà, C, en C, voire en C++, voilà, il existe le mot structure. On crée une structure. On crée une structure de données. Une structuration. Et donc, cette structure-là, eh bien, le bilan sera structuré. Le bilan sera structuré. Le tout, c'est le connaître. C'est le but du comptable. Le comptable doit connaître cette structure du bilan. Il doit connaître, bien sûr, ce que c'est, bien sûr, l'actif et le passif. Il doit savoir ce que c'est que le débit d'un compte et le crédit d'un compte. Et donc ça, ce sont des notions déjà, les b.a.-ba que le comptable doit, voilà, pouvoir voir. Ensuite, c'est pas fini parce qu'en fait, il doit voir certaines choses comme le livre des comptes. Petit instant. Donc je disais, ce qu'il doit voir le comptable, c'est bon, le livre des comptes. Livre des comptes, bah, c'est une étape numéro 1, si vous voulez, où le grand, ce qu'on appelle le, là, ici c'est le livre journal, je m'excuse. Le livre journal. Puis il y a le grand livre des comptes. Ensuite il y a tout ce qu'on appelle les résultats. Les résultats basés sur des charges de l'entreprise. Ce qui n'est pas charge et produit de l'entreprise. Charge et produit. Voilà. Voilà, par rapport à une séparation charge et produit. Voilà, ça c'est une deuxième étape. Voilà, charge et produit. Et puis, il doit pouvoir faire des affectations et des prélèvements. Et 4, bon, affectation, et puis il y a, je crois que affectation, prélèvement, et puis bon, à mon avis, je crois que il y a encore quelque chose normalement. Affectation. Bon, enfin bref, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Normalement, en fin d'année, il y aura le bilan, bien sûr. Hein. Il y aura le bilan. Enfin bref, affectation, on va dire ça comme ça. Bon, si parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais si ça me revient, je mettrai, c'est pas un problème. C'est pas un problème, parce que 4, je voulais mettre un point 4. Donc voilà. L'affectation, puis je ne sais plus. À mon avis, je crois qu'il y a. C'est le dernier point, et puis il reste.
À mon avis, le dernier point, c'est le bilan. Par année. Il n'y a pas un point intermédiaire, je ne sais plus. De toute façon, s'il en manque un, je le remettrai. Alors, maintenant, pour ce qui concerne les comptes de résultats, voilà, les comptes de résultats, il y en a toute une panoplie, je vous le dis tout de suite. Hein. Grâce aux charges et produits, parce que charges et produits, on a différents types de charges, et c'est pour ça qu'il y a une structuration. Hein. Il y a une structuration à prendre en compte, et c'est pour ça qu'on aura différents types de résultats. Par exemple, vous aurez ce qu'on appelle les résultats d'exploitation. Grâce aux charges et aux produits d'exploitation, on pourra avoir les résultats d'exploitation. On pourra avoir des résultats dits financiers. On pourra avoir des résultats exceptionnels. Alors moi j'aime bien ce mot-là exceptionnel parce que c'est vrai que quand on ne sait pas placer quelque part, ben, on peut penser à l'exceptionnel. Alors impôt sur le résultat. Ça c'est l'impôt qui concerne tous ces voilà, les comptes de résultats. Et alors après il y a tout ce qui est transfert aux réserves immunisées. Transfert aux réserves immunisées. Ensuite, il y a, dernier, résultat de l'exercice affecté. Voilà, et ça, c'est tout ce qui est là, c'est tout simplement des comptes de résultats. Hein. Enfin, c'est des résultats. Des résultats. Grâce, on a ça, ces résultats, on les obtient grâce aux charges et aux produits. Hein. Voilà, tout ce qui est ici, c'est résultats. Donc, résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats d'exceptionnel, impôt sur les résultats, transfert aux réserves immunisées, résultats de l'exercice à affecter. Je répète encore une fois, résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats exceptionnels. Alors, il y a l'impôt sur les résultats. L'impôt sur les résultats. Il y a l'impôt qui va considérer, qui va nécessiter l'impôt sur les résultats. Alors, ici, vous avez un transfert aux réserves immunisées. C'est un transfert. Et là, on a, voilà, résultat de l'exercice affecté. Pas confondre tout ça. Hein. Il ne faut pas confondre tout ça. Donc, bon, résultat d'exploitation financier exceptionnel, ça c'est simple. Impôt sur les résultats, ben, c'est l'impôt qui résulte du résultat. Et puis après, ce qu'il faut retenir, c'est transfert aux réserves immunisées, transfert aux réserves immunisées, ou alors vous pouvez retenir TRI. Hein. Vous vous dites, vous essayez de retenir TRI ici, et résultat de l'exercice affecté, REA. TRI, REA. Transfert aux réserves, aux réserves immunisées, transfert aux réserves immunisées et résultat de l'exercice à affecter. Alors, maintenant, les types de paiement. Ben, ça, vous êtes au courant. Comment faut-il payer? Ben, pour ça, il faut avoir de l'argent ou demander à la banque de l'argent pour autant qu'ils vous donnent. Parce que, bon, il y a des personnes qui peuvent avoir de l'argent, ils peuvent faire leur projet. Il y a d'autres, ils sont difficiles à faire de projets parce qu'on ne veut pas leur donner de l'argent. Ben, c'est vrai que ça, c'est... Il y a des choses, parfois, c'est vrai, qui ne sont pas justes. Hein. Pour ne pas dire discriminatoire. Pourquoi on donne à certains et d'autres pas, alors que bon, il y a des personnes qui ont déjà eu beaucoup d'argent, bon, énormément d'argent, ils ne savaient pas les payer, mais ils ont quand même su les payer en fin de leur projet parce qu'ils ont ouvert une activité qui était lucrative. Et voilà. Mais on leur a donné tout d'un coup, je veux dire, une grosse somme d'argent. Alors que d'autres, ils demandent, ils ne cessent de demander de l'argent pour faire une activité, on ne veut pas. C'est vrai que c'est un peu étrange, hein, on se demande pourquoi. Voilà. Et être endetté,
être endetté n'est pas, je veux dire, pour moi un facteur de ne pas donner, parce qu'une personne peut être endettée pour une activité commerciale. Voilà, il a une activité 1, il ouvre une activité 2, il va se réendetter. Là, il se réendette pour l'activité 2. Il reprend une activité 3. La banque ne veut plus lui donner de l'argent parce qu'elle se dit, elle est endettée ici, elle est endettée là. Mais tout d'abord, l'endettement, voilà, il y a des temps, on peut calculer les temps pour lesquels, je veux dire, l'endettement va diminuer et à un moment donné, ben, il sera plus endetté pour telle activité. Et si maintenant une activité prend si gère bien une des 3 activités, elle peut, je veux dire, voilà, venir en aide aux 2 autres activités endettées. Donc c'est pour ça que le tout c'est un jeu. C'est un jeu. Maintenant c'est pas parce que on est dans le rouge pour une entreprise, en rouge dans une deuxième entreprise, et que la troisième on sera dans le rouge. Si celle-ci elle est vraiment, elle marche très bien, elle peut, je veux dire, aider au moins l'une des deux autres. Donc avoir 3 entreprises, il faut savoir jouer. C'est un jeu qui n'est pas donné à tout le monde, mais voilà, on peut le tout. Quand je dis jouer, c'est aussi d'avoir de la clientèle, parce que ce qui fait le commerce, c'est la clientèle. Pas de clients, il faut se demander pourquoi on n'a pas de clients. Voilà, ou aller voir des régions du monde où on peut avoir une clientèle. Voilà, c'est surtout ça, viser certaines régions du monde où on peut avoir de la clientèle, parce que la clientèle n'est pas forcément à côté de chez soi, elle est peut-être à 2000 km ou à 3000 km, on va dire ça comme ça. Donc c'est un jeu. Hein. Alors, les types de paiement. Mais on peut avoir plusieurs types de paiements, hein, bien sûr, par banque, par caisse, on peut payer directement par caisse, on peut payer par chèque postal, office des chèques postaux, et ainsi de suite. Il y a différentes façons de payer. Alors, je pense aussi à des crédits documentaires et tralali talala. On paye par Crédoc. Certaines formes de crédit. Certaines formes de crédit. Vous pouvez aller chez un ami ou une entreprise. Hein, une entreprise peut vous donner de l'argent. Pour autant que, je veux dire, bon, vous arrangez avec l'entreprise, vous lui donnez un petit intérêt. Et pouvoir donner de l'argent, ben, l'argent on peut aller chercher un peu partout. Hein. L'argent, on peut aller chercher voilà, à la banque, à la caisse, par des documents spécifiques. Voilà, des documents spécifiques. Voir des amis ou la famille, etc. Amis, famille, etc. Etc. L'argent peut, l'argent peut venir de différents canaux, différentes sources. Alors bien sûr, attention que dans les types de paiement, il y a possibilité d'avoir je veux dire, de l'argent au comptant. Ça c'est bien, on a directement de l'argent. Hein. Alors justement, comment l'a-t-on au comptant? Ben, par l'office des chèques postaux, par caisse, on encaisse. L'encaissement, ben, ça ramène de l'argent en direct. Simplement, il ne faut pas se faire voler l'argent de la caisse par du personnel, même voire par des personnes extérieures, parce que bon, s'il y a énormément d'argent à la caisse et puis que bon, il y a un encaissement qui se fait, que soit c'est des gens de l'entreprise qui volent à chaque fois dans la caisse, pour une raison X ou une autre, parce que le vol prend je veux dire, différents aspects. Certains vont se dire j'ai été prendre un café avec l'argent de la caisse, oui, mais une fois, 2 fois, 3 fois, c'est plus un café, voilà, faut faire attention à ça, parce que c'est bien de prendre un tout petit peu, de se dire oui, bon, non, on n'a pas à toucher, la caisse, ça fait partie de l'entreprise, ce n'est pas à soi. C'est pas celui qui travaille là qui doit prendre de l'argent, aller chercher à manger sur le compte de l'entreprise. Sauf s'il a eu, je veux dire, des ordres où il pouvait prendre dans la caisse pour aller manger quelque chose ou quoi aux caisses, mais normalement, il ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Alors, ici, on peut avoir de l'argent au comptant par banque, et alors, bien sûr, il y a tout ce qui est à terme, à crédit, etc. Voilà, ça c'est les types de paiement, au comptant, à terme, à crédit, etc. Alors,
Les comptes, vous savez très bien que c'est toujours un grand T. Hein. Voilà, les comptes, c'est toujours un grand T. On va manipuler des comptes en T. Par exemple, si je prends Excel, tout à l'heure, je vous avais dit, ben, pour créer un compte, je vais appliquer un petit instant. Je fais ceci. Je vais en prendre 4. Et mettre une bordure. Voilà, ici, je vais mettre une bordure au-dessus. Donc, pour au-dessus, bon, je vais mettre comme ceci. Voilà, ça c'est déjà une bordure au-dessus. Bon, là, on va par forme, enfin bref. Et ici, je vais mettre une bordure à droite. À droite, c'est là. Voilà. Et là, ben, on ne le voit pas fort. Hein, ben, vous voyez que j'ai créé un espèce de compte en T. Voilà, donc, tous les comptes seront des T. On manipulera que des T. C'est tous des comptes en T. Alors pourquoi? Ben, parce que il faudra placer débit crédit. Hein. Il y a le débit, voilà, et crédit. Débit, crédit. Voilà. On aura des comptes de débit, des comptes de crédit. Alors bien sûr, vous avez des comptes dits d'actifs, des comptes d'actifs et des comptes de passifs. Il y a des comptes d'actifs et des comptes de passifs. Voilà. Donc le côté gauche, c'est le débit, le côté droit, c'est le crédit. Le côté gauche, c'est le débit, et le côté droit, c'est le crédit. Voilà. Alors, on a des comptes d'actifs et des comptes de passifs. Alors, si on débite un compte, c'est inscrire un montant dans le débit d'un compte. Là, on débite. Si j'écris ici, je le débite. Si j'écris ici, je le débite. Donc, c'est débiter un compte, c'est inscrire un montant au débit d'un compte. Créditer un compte, c'est le contraire. C'est écrire voilà, un montant au crédit d'un compte. Ici, j'écris un montant. Les montants que je vais écrire ici, voilà, c'est crédité. Donc, débiter, c'est écrire des montants ou un ou des montants. Si on écrit un montant dans le débit, c'est le débité. Voilà. Si j'écris un montant dans le crédit, ben c'est le crédité. Alors, qu'est-ce que c'est que solder un compte? Solder un compte. Ben, solder un compte, c'est voilà, c'est faire la différence entre le total au débit et le total au crédit. Alors, si le total du débit est supérieur au total du crédit, ben, le compte présente un solde débiteur. Si ici on fait le total ici le total, ben, il est plus grand, le montant est plus grand ici, on a un solde débiteur par rapport à comparé à celui-ci. Maintenant, supposons que celui-ci il a un montant plus grand ici que celui-là, on a un solde créditeur. Donc, si le total du débit est supérieur au total du crédit, bah, le compte présente un solde débiteur. Si le total du crédit est supérieur au total du débit, le compte présente un solde créditeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les comptes de passifs? Par exemple, dans le compte d'actifs, voilà. Les comptes d'actifs, grosso modo, c'est grossier si je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais le mettre grossièrement, attention, je ne suis pas en plein dans la comptabilité pure et dure, je suis tout simplement voilà, dans les berbas de la comptabilité. Voilà, ici on a actif, là on a le passif.
Alors, je rappelle que l'actif, c'est les moyens d'action. Hein. L'actif, c'est tout ce qui est moyen d'action. Et le passif, c'est tout ce qui est source des moyens d'action. Le passif, c'est la source des moyens d'action. Alors, on peut avoir ici immeuble. Vous achetez un immeuble, enfin achat d'un immeuble, du mobilier pour ameubler l'immeuble. Mobilier. Vous achetez des voitures, des camionnettes, etc., des camions, matériel roulant. Vous achetez des marchandises, voilà, marchandises. Vous achetez des machines pour faire tourner votre entreprise, machine et outillage. Voilà, les clients, vous avez des clients ben, voilà, qui sont susceptibles de vous donner de l'argent par caisse ou par voilà, crédit, etc. Trali, tralala. Ben, disons qu'ici c'est un moyen, si le client vous paye par caisse par exemple, ben, vous pouvez le mettre là. Alors vous pouvez avoir des créances, on vous doit de l'argent, voilà, et ainsi de suite. Voilà, paiement par banque, un moyen de paiement par OCP, et tralali tralala. Bien sûr, il y a la caisse aussi. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on peut avoir en passif? Passif, on peut avoir le capital souscrit, le fournisseur, et bien sûr, les différents types de dettes. Voilà, les dettes. Alors, dans les dettes, on peut... voilà, on a les dettes court terme et à long terme. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, alors... bon, ça, c'est une vue, je veux dire, grossière. Je vous le dis tout de suite. C'est une vue grossière. Donc, dans le compte fournisseur, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met dans le compte fournisseur? Ben, ce compte, en fait, il représente les dettes dans l'entreprise vis-à-vis du ou des fournisseurs lors d'une ou, bien sûr, des opérations. Hein, c'est une ou des opérations d'achat. Ou encore les créances du ou des fournisseurs vis-à-vis de l'entreprise. Voilà ce qu'on met dans le compte fournisseur. Ben, le compte client, lui, ce compte représente bien sûr les créances de l'entreprise vis-à-vis du ou des clients lors d'une ou des opérations de vente, ou encore les dettes du ou des clients vis-à-vis de l'entreprise. Alors vous voyez ici que les comptes, bien, ils se concentrent par poste. Hein. C'est par poste. Ouais, banque, OCP et caisse. C'est par poste. Office des chèques postaux, voilà, compte banque, compte caisse espèce, en espèces, voilà. Et donc c'est par poste. Hein. Vous voyez bien qu'immeuble, c'est un poste immeuble, c'est propice aux immeubles. Mobilier, c'est propice au mobilier. Matériel roulant, c'est vraiment par poste. Ce qu'on aurait pu, je veux dire, c'est normal. Pourquoi? Parce que la législation, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la législation? Ben, elle s'est dit, bon, on va essayer de tout éclater. On va splitter par poste. Justement, c'est ce qu'elle a fait. La législation, pour légiférer et pour créer, voilà, pour suivre un plan comptable minimum normalisé, elle doit splitter. Faire un éclatement. Éclater. Par poste. Voilà. Et chaque poste, le poste immeuble sera un poste. Le poste mobilier sera un poste. Voilà, le poste client sera un poste. Donc, en fait, c'est comme dans une entreprise. Hein, si on veut voir les flux voilà, qui sont utilisés dans une entreprise, ben, c'est de tout splitter pour voir qu'est-ce qui fait tourner l'entreprise. Tous les flux possibles et imaginables dans l'entreprise, c'est de splitter, éclater par poste. La comptabilité l'a déjà fait par législation. Et donc, dans une entreprise, c'est le même. Hein. Vous avez une entreprise qui tourne, on regarde tous les postes qui tournent, voilà, toutes les tâches imaginables. Bon, donc, ça demande un travail de fourmi. Voilà, ça demande un travail de fourmi. Donc, la législation a fait ce travail de fourmi. C'est-à-dire de scruter le moindre poste qu'il peut y avoir
je veux dire, dans la comptabilité, pour à ce que, je veux dire, ce soit voilà, le poste le plus, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce poste est palpable. Quand on dit immeuble, on sait de quoi on discute. Hein. Immeuble, voilà. Il est palpable, il est touchable. On sait voir ce que c'est qu'immeuble. On sait voir ce que c'est qu'immobilier. Donc il est parlant. Mobilier, c'est mobilier. Tout le monde sait ce que c'est que du mobilier. Donc quand on fait de l'achat de mobilier, on sait bien dans quel poste il faut l'induire. Voilà, il ne faut pas l'induire dans le client, ni immeuble, ni matériel roulant. Donc c'est des mots-clés très, je veux dire, comment ça s'appelle, palpables, très, je veux dire, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est très concret. C'est très concret. Donc, on ne sait pas se tromper là-dessus. Hein. On ne sait pas se tromper. Je veux dire, on peut se tromper sur un compte ou l'autre, mais c'est pas dans ces cas-là. C'est pas dans ces cas-là. Je vous le dis tout de suite. Parce que ça, c'est des. Je veux dire, c'est tout le monde sait ce que c'est que. Voilà. Compte en banque, caisse espèce, marchandises, mobilier, tout ça. C'est du concret. On sait ce que c'est. Je veux dire, on ne sait pas se tromper. Et voilà. S'il y a de l'argent, voilà, s'il y a des transferts d'argent de la banque, ben c'est à banque qu'il faut aller, c'est pas à caisse espèce, parce que caisse espèce, c'est de l'argent de caisse. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux dire, bon, le législateur essaie d'être le plus clair possible, de façon à ce que, je veux dire, ben, ce soit, je veux dire, n'importe qui peut, je veux dire, au moins adosser des transferts de flux dans, je veux dire, dans des comptes bien définis, bien concrets. Et comme ça, on évite de se tromper. Et ça rend pas, on va dire que ça n'en fait pas une rudesse, mais ça en fait plus une facilité de travail, puisqu'on sait bien que les postes sont bien répertoriés, bien décrits, et bien, voilà. Voilà. Et donc, une opération comptable, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le mouvement d'affectation sur des postes. Voilà, on va faire des mouvements d'affectation sur des postes. On va faire un mouvement d'affectation de flux sur immeuble, parce que ça concernait des flux concernant l'immeuble. Voilà, une opération qui est un mouvement d'affectation sur mobilier, parce qu'on a acheté du mobilier. Voilà, et ainsi de suite. Donc, les mouvements d'affectation sur des postes bien définis, ben, enregistre ce qu'on appelle une opération comptable. Pour autant que vous le mettiez sur le compte, bien sûr, parce que si vous ne mettez pas dans le compte, vous n'avez rien enregistré. Alors, on va dire ça comme ça. Et on va dire que l'existence d'une opération comptable crée dès lors un mouvement de compte. Inversement, hein, s'il existe une opération de comptable, mais ça crée d'office un mouvement de compte. Voilà, l'existence d'une opération comptable crée un mouvement de compte. Alors, maintenant, dans une opération, les opérations peuvent être définies comme, on va dire, des énoncés. Voilà, les opérations comptables seront vues, opérations comptables, qui devront être comptabilisées, comptables, devront être vues comme des énoncés. Des énoncés, je ne sais pas si c'est de N, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Voilà, énoncés, des énoncés, enfin énoncé à mon avis c'est AN. Énoncé, je crois que c'est AN. Chaque fois que je me trompe avec énoncé, je mets toujours deux N, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours mis deux N, hein, le mot énoncé. Bon, enfin bref. L'énoncé d'un mouvement, ben, on va dire, ça contiendra toujours des informations telles que, on va dire, le type de transaction. Quel type de transaction qu'on va avoir? Achat, vente, ou un emprunt, ou un prêt, une valorisation, une dévalorisation. Moi, je dirais c'est une action. Les opérations sur un poste s'effectuent à l'aide d'actions. Et donc, le type de transaction, bien sûr, qui est un mouvement, quand je dis mouvement, c'est un mouvement d'affectation qui va agir sur un poste, on va dire ça comme ça, qui va nécessiter bien sûr l'existence d'une opération comptable, eh bien, on aura un type de transaction qui sera défini. L'action sera
un achat. L'action sera une vente. L'action sera un emprunt, peu importe le type d'emprunt. Voilà. L'action sera un prêt, une location. Voilà. On peut avoir des pertes de valeur, des dévalorisations. Alors, l'entreprise peut posséder, bien sûr, et assez souvent c'est le cas, l'entreprise possède des terrains. Voilà, des terrains pas, je veux dire, dans le pourtour de l'entreprise. Quoi qu'elle peut en avoir dans le pourtour de l'entreprise et les revendre, mais elle peut avoir des terrains ailleurs. Elle peut faire des achats de terrains ailleurs. Une entreprise, elle vit, elle fait ce qu'elle veut, l'entreprise. C'est comme une personne d'une famille, si elle a envie d'acheter un terrain à droite, à gauche, elle fait ce qu'elle veut. Et les entreprises ont des biens extérieurs. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de payer des impôts, ben à ce moment-là, on essaie de faire le maximum de frais. Et si ça va acheter des petits terrains, et puis encore un autre terrain après, et les uns à côté des autres, et qu'ils en font, après ils ont un grand terrain. Et l'entreprise possède un grand terrain. Donc, s'il y a un problème financier, ben, ils peuvent revendre le terrain. Ils peuvent revendre le terrain. Comme ça, bon, ils ont soldé leur problème financier. Pour autant que c'est le problème financier a valeur, bien sûr, du prix du terrain, bien sûr. Parce que si l'entreprise a un grand problème financier et que bon, le prix du terrain ne coûte presque rien, je veux dire, il ne sera pas soldé son problème financier. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on peut avoir des problèmes financiers dans une entreprise, mais les payer de manière disparate. C'est-à-dire on peut le payer au moyen. Si l'entreprise a 10 camions, elle vend 5 camions, elle arrive à vendre 5 camions, bon voilà, elle a payé ses soucis. Ou par exemple, elle avait 20 camions, elle a des dettes, je sais pas moi, on va compter, elle a 200 000 euros de dettes, l'entreprise a 25 camions, voilà. Il va vendre peut-être, bon, pour avoir il va vendre 5-6 camions. Donc sur les 25 camions, il va vendre 5-6 camions, mais il en reste 18. Hein. Bon, vous allez me dire, il ne sait pas travailler à plein de production, mais il peut louer des camions aussi. Elle peut louer des camions jusqu'au moment où elle rachète des nouveaux camions. Mais elle peut voilà, vendre des camions. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle peut payer, je veux dire, solder des dettes. Elle peut solder des dettes, comment? Mais par le patrimoine qu'il possède. Plus il a du patrimoine, plus c'est solder ses comptes. Mais attention que plus il a du patrimoine, plus il a des charges. Plus il a du patrimoine, plus il a des charges. Mais si à un moment donné, voilà, il commence à avoir des soucis financiers, ben, il peut commencer à solder ses soucis financiers en vendant voilà, des camions, du terrain, une partie de son entreprise, voilà, louer de locaux. Elle peut faire des activités, voilà, oui, elle peut faire revenir des flux et essayer voilà, avec le temps, parce que tout, voilà, c'est une question de temps, elle paiera ses emprunts, je veux dire, avec le temps, parce que c'est le temps, c'est fondamental pour les emprunts pour pouvoir les payer. Voilà. Alors, bien sûr, quand on a des mouvements, bien sûr, il faut les répertorier par des dates de référence. Hein. Voilà. L'énoncé d'un mouvement, ben, il contiendra toujours des informations telles que le type de la transaction, mais des dates de référence aussi, parce qu'il faut que on sache quand a lieu exactement, je veux dire, les transactions. Voilà. Avoir une situation, c'est aussi avoir une situation par date. Je ne veux pas dire jusqu'à l'heure, mais bon, par date. Par date, c'est-à-dire quel jour on a acheté ces marchandises, quel jour a été vendu le terrain, quel jour. De toute façon, il y a souvent, bon, normalement, ce suit des papiers. Hein, il y a des papiers, voilà, il y a beaucoup de papiers en comptabilité. Bah, on peut voilà, des factures qui ont été envoyées. On sait voir on sait tracer par des documents qui ont été envoyés chez le client ou des devis ou des trucs comme ça. On peut toujours faire une petite recherche pour savoir, même si on a perdu des papiers au travers de devis, etc., on peut se souvenir de certaines dates, plus ou moins. Et à partir de là, refaire une recherche par informatique pour aller chercher des dates. On sait, voilà, le tout c'est de savoir plus ou moins quand est-ce qu'on, je veux dire, la zone. Quand on a une zone de 2-3 jours, ben on fait une recherche dans cette zone-là des 2-3 jours pour avoir voilà, un mouvement comptable qui a été effectué, qu'on recherche. Alors parfois, ça nécessite des corrections. Hein. Voilà. Un énoncé d'un mouvement contiendra par exemple parfois hein, des corrections d'opérations parce qu'on peut se tromper. Avoir des opérations, c'est pas que tout se passe correctement. On peut avoir des opérations, le client il vient chez vous en disant bon, vous m'avez facturé trop
plus que ce que vous m'avez, plus que le prix. Ouais, après on se rend compte qu'on a fait une erreur, effectivement, on a facturé trop, alors que c'était pas le bon prix de la facture, enfin qu'il fallait mettre à la facture. Donc là, à ce moment-là, ou alors parfois on peut avoir une erreur contraire. On se rend compte, l'entreprise se rend compte qu'elle a, voilà, fait payer pas cher, elle s'est trompée voilà. Et alors on aura des corrections, et ces corrections nécessitent des notes écrites, légales, qui sont des notes de débit et des notes de crédit. Alors on peut avoir bien sûr, on peut rabaisser des prix, hein, tels que, bon, on peut faire des pourcents sur les articles, sur divers articles. Et l'entreprise peut même faire elle peut faire ce qu'elle veut. Je vous ai dit, l'entreprise, sa vie. Donc elle peut faire comment on appelle ça, des brocantes. Elle peut vider voilà, elle a un atelier, elle veut revendre des petites machines, voilà, qui lui intéressent plus, voilà, qui ne sont plus utilisées depuis longtemps. Elle fait une brocante, elle les revend à un certain prix. Voilà, donc on peut avoir toutes sortes de choses, hein. Ouais, on peut rabaisser des prix, faire des remises, faire des ristournes, voilà. On peut faire différents pourcents, différents pourcentages. Par exemple, au niveau des rabais, des remises, des ristournes, et même au niveau de la TVA. Voilà, suivant le produit, on peut avoir voilà, une certaine forme de TVA qui est plutôt pratiquée plutôt qu'une autre. Alors, il y a bien sûr les modes de paiement. Bon, comptant, à crédit. Alors ici, vous êtes toujours content de... quand je dis content, c'est C-O-N-T-E-N-T, content, joyeux. Quand vous devez payer à crédit, pourquoi? Parce qu'à crédit, vous ne payez pas tout de suite, vous payerez plus tard, mais avec un certain pourcentage. Maintenant, vous devez devoir parfois payer comptant. Comptant, quand on va au magasin, on paye comptant. C'est-à-dire C-O-M-P-T-A-N-T cette fois-ci. Voilà. Donc, il y a différents types de modes de paiement, mais les énoncés d'un mouvement, donc, devra toujours dire ou contiendra toujours des informations telles que le type de transaction, voilà, des dates de référence, parfois des corrections d'opérations telles que les notes de débit, notes de crédit, des pourcentages divers de rabais, remises, ristournes, TVA, tralala, des modes de paiement, voilà, comptant à crédit, ainsi que bien d'autres informations qui peuvent être utiles pour la gestion des comptes tels que le numéro de l'opération, c'est intéressant aussi, pourquoi pas le nom de la personne qui a fait... attention, le nom de la personne, pour un gros contrat, on peut mettre le nom de la personne qui est à côté, voilà, j'ai vendu telle marchandise à monsieur un tel. Voilà, un tel. Voilà. Voilà. J'ai vendu, c'est qui? Moi, monsieur X, j'ai vendu à monsieur Y. Voilà, un tel. Comme ça, on sait bien qui a vendu à qui. On sait qui est l'acheteur, qui est le vendeur. Et c'est très intéressant parce que pour le traçage, c'est fort important, ça. Parce que s'il manque de l'argent, je veux dire, on sait très bien par qui on peut passer en premier pour pouvoir réclamer ce qui s'est passé comme opération, je veux dire, où il manque de l'argent. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, et alors maintenant, il y a aussi bon, la justice qui peut intervenir. Bon, pourquoi l'a-t-il vendu à tel monsieur? Ben, il l'a vendu à tel monsieur parce que c'était son copain et il ne devait pas le vendre à ce copain. Il ne pouvait pas le vendre à... Il devait faire un marché, par exemple, on va dire public, sans passer par l'entremise voilà, des amis. Or, si une personne passe par des amis, bon, elle risque d'avoir des problèmes. Je parle pour certaines, voilà, c'est pour certaines choses, hein, certaines, on va dire, voilà, certains contrats sont, je veux dire, publics. On ne peut pas passer par voilà, des canaux, je veux dire, un petit peu loufoques, pour pouvoir privilégier certaines personnes dans certains contrats. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça que la justice peut redescendre, je veux dire, au niveau comptabilité, pour voir qui a fait quoi et voir les noms des personnes de qui s'est entremêlé avec qui et s'il n'y a pas de relations personnelles entre des personnes. Voilà, entre des personnes. Et ce qui aurait pu susciter, je veux dire de l'argent qui aurait pu passer sous la table pour pouvoir avoir un contrat, des dessous de table pour avoir un contrat et être privilégié dans le contrat. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que les noms doivent toujours apparaître, dans quelconque document qui mettent à profit, je veux dire, de tels accords. Voilà, il faut que les noms soient avec des signatures, bien sûr, parce que
Il suffit pas d'avoir des noms. Je peux mettre le nom de quelqu'un sur un document et dire que c'est lui. Non, ça va pas comme ça. Il faut des signatures qui vont avec. Et voilà, il faut des preuves aussi. Hein. Enfin, il faut des gens qui soient à côté. Et de tralali, tralala. La meilleure des choses, c'est... La meilleure des signatures, c'est de mettre un tampon avec son doigt, avec de l'encre. Et là, on est sûr, certain que c'est la meilleure des signatures. C'est la meilleure des signatures. On va dire ça comme ça. Alors, les valeurs provenant du bilan de départ, ben, ça s'appelle les valeurs initiales. Hein. Valeur initiale, VI. Bon, ils peuvent prendre le numéro d'opération 0. Ça, c'est les valeurs provenant du bilan de départ. Donc, on part du début. Tout début. Alors, le tout début, c'est dans les énoncés, c'est VI, valeur initiale, où vous pouvez mettre 0. Alors, les comptes créés à partir des postes de l'actif ben, seront des comptes d'actifs. Les comptes créés à partir des postes du passif, du bilan, seront des comptes de passif. Ben, je vous ai mis toute une panoplie voilà, de comptes d'actifs qui étaient... ici, voilà, je peux vous rajouter. Ici, il y a immobilier, voilà. Mobilier, bon, je pourrais rajouter... bon, je peux en mettre plein, voilà. Matériel roulant, je l'ai mis. Mobilier, je peux mettre terrain. Terrain, vous achetez du terrain. Terrain, mobilier. Machine et outillage. Voilà. Client, créance, banque, OCP, etc. Là-bas, je peux mettre capital souscrit, fournisseur, en compte de... voilà, ça c'est au niveau passif. Niveau passif. Donc de l'autre côté, c'est niveau des comptes d'actifs. Voilà. Et là, je peux mettre ben, les dettes. Dettes à, on va dire, à plus d'un an. Voilà. Et, dettes à, voilà, à moins d'un an. Qui sont les dettes à un an ou plus. Un an ou plus, c'est à moins d'un an. Donc il y a les moins d'un an et plus d'un an. Ben, on ne dit pas moins d'un an, on dit d'être à un an ou plus. C'est la législation qui a mis ce poste-là comme ça. Bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut aussi. Machine, c'est machine outillage. Machine, c'est machine outillage. C'est un poste créé par la législation. Vous devez respecter la législation. Ce poste a été créé par le législateur. C'est comme ça. Vous devez jouer avec ces genres de postes-là. Voilà, ça a été créé pour vous. C'est pas vous qui devez créer les postes comme vous voulez. On n'est pas, je veux dire, ouais, c'est un cadre, je veux dire, hein. C'est pour ça que je vous disais tout ça décrit par la législation, c'est des lois. Donc c'est le PCMN, plan normal comptable minimum normalisé. On ne crée pas des postes comme on veut. Maintenant, j'ai pas dit le contraire. Si vous êtes dans une entreprise, que vous devez faire de l'audit de votre entreprise ou voilà, faire une gestion voilà, des flux internes à votre entreprise. Là, c'est autre chose. Là, les postes, vous pouvez les créer comme vous voulez. Voilà, là vous splittez, vous allez chercher, c'est vous qui devez être, je veux dire, assez imaginatif dans tous les postes possibles, imaginables que vous avez dans l'entreprise. Mais ça n'a plus rien à voir. On n'a plus dans le PCMN. On est dans une gestion, voilà, des flux de produits, des flux internes à une entreprise, voilà, où vous pouvez, vous en tant qu'auditeur, voir en tant que, voilà, comment est-ce qu'on peut appeler ça, gestionnaire, voilà, de voir pour avoir des éléments de visu qui sont, je veux dire, perceptibles dans les flux, dans tout flux qui peut se produire en tant qu'opération au sein d'une entreprise. Ben, si vous devez faire un audit ou peu importe, je veux dire, un travail de gestion, de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, à ce moment-là, vous êtes le libre arbitre de vous-même. Ce que vous faites, vous pouvez créer des postes autant que vous voulez. Voilà, mais le tout, c'est d'être bien réfléchi par rapport aux différents postes qui vous seront créés. Voilà, c'est de créer toutes les opérations internes, tous les flux qui existent dans l'entreprise, et je veux dire, et de voir tous les postes possibles, imaginables que vous pouvez créer. Donc c'est une architecture qu'on crée, c'est une structure, c'est une structuration, c'est une structure architecturale, d'architecture, parce que tout sera, je veux dire, sous forme voilà, de structure, voilà, une structure qui est d'opérations qui vont qui peuvent être
entre opérations. On peut avoir une interopérabilité des opérations, hein, comme on peut avoir des opérations qui sont, on va dire, quand on est toute seule, mais on peut avoir des liens entre opérations qui sont interopérables entre elles, comme on peut avoir des interopérabilités d'actions à certains niveaux et qui sont indépendantes d'autres. Attention à tout ça. C'est vrai que dans une entreprise, on va dire, on a ce qu'on appelle dans une entreprise, on a c'est une voilà une machine intelligente. Voilà le management et la gestion de l'entreprise, généralement, c'est des opérations intelligentes avec des postes très splittés, très éclatés, où il y a des opérations, je veux dire, qui sont, je veux dire, avec interopérabilité, je veux dire, entre différents postes d'action qui peuvent interagir entre elles sur un certain niveau, et même pas d'autres niveaux. Mais elles peuvent être liées à plusieurs niveaux. On va dire ça comme ça. Voilà. Quand vous avez des engrenages, dans une montre, vous faites tourner des engrenages, c'est vrai qu'ils sont tous reliés, mais c'est comme si vous aviez deux montres. Deux, trois montres. Et chaque montre est indépendante les unes des autres. Mais les engrenages d'une partie d'une des montres n'est pas les engrenages d'une partie d'une autre des montres, parce que c'est deux montres différentes. Et si vous avez plusieurs montres comme ça dans l'entreprise, ben, vous avez alors, deux montres peuvent... Quand je parle de montres, je n'aime pas parler de montres parce qu'en fait, deux montres ne peuvent pas, malgré tout, interagir. Par contre, dans le monde de l'entreprise, des mondes opératoires qui sont distincts peuvent quand même, malgré tout, à un moment donné, interagir. On ne peut pas dire qu'ils sont inopérables l'un avec l'autre. C'est pas parce que, bon, il y a 5 systèmes qui interagissent entre eux et 6 autres systèmes qui interagissent entre eux. Mais ces 6 autres systèmes avec ces 5 systèmes, bien qu'ils n'interagissent pas entre eux, peuvent un jour interagir entre eux. Voilà, et c'est pas pour autant qu'ils sont liés. Ils sont pas liés. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire dans une entreprise, c'est de créer le maximum de postes possible et imaginable. Et voir toutes les opérations possibles et imaginables. Ce qui n'est pas assez aisé. Bon, certains postes sont aisés à construire, je le dis tout de suite. Mais il y a des autres qui sont plus, je veux dire... alors, comment pourrait-on voir un poste? C'est ce qui va créer, je veux dire, un mouvement de capitaux, un mouvement de capital. Voilà. Une machine qui tourne, ben, il faut le mettre directement dans un poste, voilà, qui est un poste, je sais pas moi, comment on peut appeler ça, un poste des machines, on pourrait mettre ça, machine motrice, voilà, un poste machine motrice. Et vous mettez ça, toutes les machines tournantes, dans le poste machine motrice. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles consomment de l'électricité? Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire l'entretien de ces machines? Oui. Voilà. Mais maintenant, est-ce que je crée pas un poste entretien des machines séparément? Parce que les machines tournent, elles consomment tous les jours de l'électricité, mais les entretiens, ben, on le fait pas tous les jours. On ne fait pas tous les jours les entretiens. Donc, là, je vais splitter le poste entretien dans un poste machine tournante, ou machine, comment on appelle ça? Ce que j'ai dit tout à l'heure, machine motrice. Dans machine motrice, ben, je vais créer un sous-poste qui est entretien des machines. Voilà, entretien de machines. De telle manière, quand il y a un entretien des machines, je vais mettre tout ce qui est mouvement d'entretien de machines avec la date et l'activité qu'il y a eu et voilà, le coût que ça a produit. Parce que, bien sûr, quand je vous parle de tout ça, c'est en termes de coût, parce que c'est pour faire de la gestion. Hein. C'est pour faire un calcul de coût. Voilà, calcul de coût. Donc, c'est splitter toute l'entreprise de A à Z. De A à Z. Du personnel, la gestion de marchandises, gestion du stock, gestion de... Voilà, pour voir tout ce qui est coûteux. Qu'est-ce qui coûte à l'entreprise et avoir tous les coûts possibles, imaginables de l'entreprise pour pouvoir lui dicter sa voie à suivre, sachant qu'on connaît les coûts. On connaît les coûts. Ben, on peut voilà, avoir une vision des coûts et voilà, si on sort un certain chiffre d'affaires, ben, au moins, par rapport aux coûts, on sait voir voilà, les charges concernant les différents postes dans l'usine ou dans l'entreprise ou voilà,
Ce qui n'est pas chose aisée, je vous le dis tout de suite, parce que le tout, c'est de faire un travail de fourmi. Mais ici, le PCMN, le travail de fourmi, il était fait par l'État. Parce qu'il a légiféré pour vous, il vous a mis tous les postes. Alors ici, bon, j'ai mis que quelques postes, mais vous allez voir que le PCMN, c'est pas ça, c'est pas mes 10 trucs que j'ai mis là. PCMN, voilà, c'est un petit livre. Hein. C'est un petit livre, on va regarder dans le petit livre. Voilà, il est quand même bien, je veux dire, bien répertorié par beaucoup de postes, on va dire ça comme ça. Alors, les valeurs initiales d'un compte d'actifs, ils s'écrivent toujours au début du compte. Hein. Voilà, les valeurs initiales. Alors, je vous rappelle, actif, moyen d'action, passif, source des moyens d'action. Bien sûr, on a les comptes d'actifs et les comptes de passifs. Voilà. Alors, les valeurs initiales de début hein, d'un compte d'actifs, bah, elles s'écrivent toujours au début du compte, c'est-à-dire ici. Les valeurs initiales, c'est toujours ici, pour un compte de passif, actif. Les valeurs initiales d'un compte de passif s'écriront toujours au crédit du compte. Donc, le débit, il est là. Hein. Donc, les valeurs initiales d'un compte de passif, c'est ici. Les valeurs initiales d'un compte d'actif, c'est ici. Alors, l'ensemble de tous les comptes, ben, c'est le grand livre des comptes. Et c'est la première étape qu'on fait. Hein. Bon, livre journal, si vous avez tenu un commerce comme un café ou quelque chose comme ça, bon, le café, c'est pas très très difficile. Voilà, le café, c'est du service. C'est une société de service. Bon, si vous avez un café, à ce moment-là, un livre des comptes, bon, suffit. Parce qu'on n'a pas beaucoup de postes comme on a dans une entreprise. Un café, bon, c'est toujours la même chose. Voilà, toujours la même chose. On reçoit des boissons, voilà, des bacs, on les stocke, bon, et puis on fait son café, on fait, voilà, ou ses boissons, on les livre. C'est toujours la même chose. Donc avec un livre des comptes, comme c'est une comptabilité, c'est des actions aisées pour un café, ben, les opérations seront aisées et les postes seront moindres. Donc un livre des comptes suffit. Mais sinon, la première action qu'il faut faire dans une entreprise, c'est le livre, non pas le livre des comptes, parce que ça c'est pour les petits commerces qui ont une comptabilité assez aisée, mais là à ce moment-là, on va chercher le grand livre des comptes. Donc la première opération qu'on fait, c'est le grand livre des comptes. Voilà, c'est ici que je veux mettre. Donc un petit commerce, on mettra un café, le livre de journal, ça suffit. Alors, il y a beaucoup de commerces de services où c'est assez simple dans les activités. Enfin, je ne veux pas dire le fait de faire l'activité, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je veux dire dans les écritures comptables, c'est ça que je veux dire. Ben, le coiffeur, il coupe toujours des cheveux. Donc, on va pas lui faire un grand livre des comptes où il va commencer à mettre 50. Quoi qu'il, lui, il achète sa marchandise qui est pour couper les cheveux, tous les produits pour couper tous les produits d'entretien et d'hygiène du cheveu, voilà. Il achète tout ça. C'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Chaque fois il commande, il sait bien chez qui commander, il sait bien c'est quel matériel, voilà, des ciseaux, etc., des paires de ciseaux, voilà, les différents, voilà. Mais on va dire que c'est toujours la même chose. Et bon, les clients, ils viennent toujours pour couper des cheveux. Donc, c'est pas comme une entreprise où il a différents postes, beaucoup de postes, et là, il est amené à écrire beaucoup de mouvements comptables dans une entreprise. Alors, une entreprise n'est pas l'autre. Une entreprise n'est pas l'autre. Si l'entreprise est trop grande, à ce moment-là, ça nécessite des détachements. Hein. Là, on demande si on a des très grosses entreprises, et alors à ce moment-là, on va chercher des gestionnaires spécifiques. Voilà, on va chercher des gestionnaires spécifiques. Hein, voilà, donc, et là, ça devient voilà. Je pense à une très très grosse entreprise. Là, à ce moment-là, elle ne se gère pas
aisément, je vous le dis tout de suite, voilà, c'est via des bases de données intégrées, bases de données intégrées. Et là, on est plutôt dans voilà, quelque chose de très... Voilà, voilà, une base de données intégrée ou qui va faire référence à notamment des bases de données qui contiennent de la comptabilité. Mais là, on peut parler de beaucoup de choses. Parce que dans une base de données, qu'est-ce qu'on a? On a des relations structurées. On a des relations structurées. Relations structurées. Donc, c'est très bien une relation structurée. Pourquoi? Parce que ce qui est structuré peut être mis dans une relation structurée. Justement parce que on a une structure. Ben, comme on a une structure, on a une architecture en structure, ben on peut gérer au travers d'une relation structurée. Et les bases de données, justement, sont faites pour ça. Pour tout ce qui est complexe, qui est splitté. Je pense à un vélo. Un vélo, il faut construire les deux roues, il faut construire les deux cadres, enfin les cadres, et il y a différents types de cadres parce qu'il y a différents types de diamètres. Il faut construire la selle, il faut construire voilà, l'électricité avec voilà. Et donc, pour monter tout ça, c'est une structure. On fait des références de tout ça, de tous ces produits-là. Voilà, on les construit une par une, sillage, je sais pas moi, sillage, couleur, voilà, forage, etc. On a toutes des opérations mécaniques, voilà, pour fabriquer le vélo. Et donc, la vélo, c'est quelque chose d'architectural. Pourquoi? Parce qu'il est monté en structure. On a deux pneus, voilà, avec un cadre, avec une selle, voilà. Et alors, voilà, on a un guidon, c'est une structure. Et cette structure-là, ben, comme elle est structurée, on peut le mettre dans une base de données structurée assez facilement. Donc on peut mettre, bon, un vélo, ça possède pas beaucoup d'éléments, mais si vous construisez un gros projet, là, vous allez voir qu'il y a des milliers et des milliers voilà, de composants qui sont en architecture structurée. Et donc à ce moment-là, la base de données relationnelle, qui est justement une relation structurée, qui permet, je veux dire, de stocker, voilà, et de gérer justement tout ce qui est architecture structurée, tel qu'un grand projet par exemple. Alors, donc, dans les bases de données, ben, on aura des relations et des structures de produits. Hein. On aura des planifications de matière, des capacités, des gestions de production. Voilà, on aura tout ce qui va correspondre à l'achat, à la vente, voilà, au magasin. Et on aura ainsi, pour dire, pour des très grandes entreprises qui ne sont pas voilà, qui sont de très très grandes entreprises, ben, ça va demander, je veux dire, des ressources très importantes. Et les très très grandes entreprises ont les moyens de gérer voilà, ces ressources de planification. Et donc là, à ce moment-là, il y a différents concepts qui vont jaillir de ça. Alors on aura, bien sûr, des systèmes d'intégration, hein, systèmes d'intégration, je pense à l'ERP, on aura voilà, du marketing, de la production manufacturing, voilà, de la vente et de l'achat, de la finance, de la maintenance, voilà, du service, du transport, etc. Et donc, on aura un flux, voilà, un flux d'affaires avec, voilà, vous allez avoir côté client, côté fournisseur, et il y aura toute une architecture entre, voilà, le côté client et le côté fournisseur. Vous allez avoir entre le côté client et fournisseur, bon, on peut avoir toute une architecture, voilà, avec du marketing produit, du reporting de gestion, des gestions financières, la planification directrice avec, voilà, des demandes. On peut avoir des gestions de projets, on peut avoir de la conception des produits, on peut avoir de la vente, bien sûr, on peut avoir des gestions des installations, des gestions des livraisons, des gestions des essais, contrôle de production, contrôle de produits, voilà. On peut avoir de la planification des besoins détaillés, on peut avoir de la gestion de stock, on peut avoir de la réception, la production, voilà, la production et assemblage, des essais, des livraisons, des installations, de la comptabilité. Ouais, on peut avoir un module comptabilité, on peut avoir de la gestion du système, des données
voilà, général, tout court, des contrôles de qualité. On peut avoir des créations de, voilà, de services après-vente. Et tout ça, bien sûr, c'est interrelié. Certaines choses sont interreliées, d'autres pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, euh, voilà, il faut construire, je veux dire, qu'est-ce qui est l'interaction entre les différents flux d'affaires. Voilà. Et ça, c'est rien qu'entre la chaîne client et la chaîne fournisseur. C'est pour vous dire à quel point l'intégration peut être prise en compte. Hein. Voilà. Et alors, quand je dis intégration, il n'y a pas que ça, il y a l'organisation. Voilà. Voilà, on a des outils, de l'organisation, on a voilà, de la gestion internet entre voilà, euh, la chaîne de, comment on appelle ça, de la chaîne qui fournit, voilà, ce qu'on appelle la supply chain, voilà. On peut avoir des interactions entre la distribution, l'industrie, la finance, les services, etc., entre la supply chain et, si vous voulez, les utilisateurs, et entre l'organisation et l'environnement. Donc, euh, donc ça devient quelque chose, je veux dire, de compliqué. On n'est plus chez le coiffeur où on a une comptabilité par poste qui sont, je veux dire, aisées. Ici, on rentre dans un monde de production, de la gestion de production, qui va induire, voilà, de l'ingénierie de production. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Donc, aller parler des postes de comptabilité, bon, d'accord, PCMN, etc. Mais si on veut faire un travail sur base d'une société, on a voilà, la gestion de production avec toute sa, on va dire, son intelligence derrière. On a une intelligence voilà, de production et donc splitter les postes, ça devient quelque chose, je veux dire, qui n'est pas assez donné à tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, on va dire c'est comme ça. Bon, maintenant vous allez me dire qu'il y a des programmes qui gèrent ça, par exemple Ban, voilà, il y a des ERP comme ça qui font ça, des systèmes intégrés d'ERP. Mais Ban en est un. Et Ban fait ça. Et maintenant, il faut étudier tout Ban pour voir ce qu'il est capable de faire. Mais il fait de la comptabilité aussi, je vous le dis tout de suite. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, l'ensemble de tous les comptes porte le nom de Grand Livre des Comptes. Et c'est la première chose qu'on fait, c'est le Grand Livre des Comptes. Alors, comment les opérations commerciales vont-elles modifier la situation des comptes? Comment les opérations commerciales vont-elles modifier la situation des comptes? On applique le principe suivant. Toute augmentation s'inscrive du même côté que la valeur initiale. Ça, c'est pour toute augmentation. Donc, pour les comptes d'actifs, pour un compte d'actifs et pour les comptes de passifs, voilà, compte d'actifs pour un compte de passifs, toute augmentation va augmenter ce qui était initialement. Bah, si on commence les opérations, la valeur initiale est ici. Par contre, là, ça c'est débit, crédit, débit, crédit. La valeur initiale, ici, elle est ici. Alors, ici, toute augmentation s'inscrive du même côté que la valeur initiale. Donc, là, ça augmente. Et si ça augmente là, ben, au crédit, ça diminue. Ça le diminue. Alors, ici, toute augmentation on va dire, toute augmentation s'inscrive du même côté. Ici, l'augmentation, elle sera là. Voilà. Et toute diminution se fera de l'autre côté opposé. Voilà. Donc, il faut distinguer, si vous voulez, les comptes d'actifs, qui sont les moyens d'action. Les moyens d'action. Et la source des moyens d'action pour le passif. Je vous remercie.